Christophe, je l'ai rencontré il y a 2 ans sur le sujet des écovillages. On a tous les deux un parcours de visite de différents écolieux, écovillages en Europe ou en France et ailleurs dans le monde. Moi, c'est comme ça que je me suis formé à la permaculture. Je sais que Christophe a aussi une démarche très expérientielle de la permaculture. Et on s'est rejoint en fait sur cette dimension d'expérience. En fait, pour nous, ce qui compte, c'est la pratique avant tout, le faire, plus que la théorie, même si la théorie, elle vient plutôt soutenir la pratique. Donc voilà ce que je peux dire sur ce qui me touche et ce qui fait que j'aime aussi faire des événements avec Christophe et son côté empathique aussi qu'on a tous les deux. Raison pour laquelle on vous fait participer pendant cette conférence. Mm. Merci Gabriel. Effectivement, moi aussi, ce qui m'a attiré chez Gabriel, euh, c'est la similarité entre nos valeurs. Et du coup, c'est aussi un paysagiste, un permaculteur dans l'âme et un très beau médiateur. Et du coup, ces talents de médiateur m'ont beaucoup attiré au début. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, une anecdote assez intéressante sur Gabriel, c'est qu'il a visité plus de 60 écolieux en Inde et en Europe. Et donc, il a une très belle idée des capacités, des possibilités qu'un écolieu peut générer ou comment il peut fonctionner. Merci pour ce beau témoignage. Je voulais présenter aussi l'association rapidement. Donc, l'association, c'est Écolien. C'est une association qui œuvre sur 3 piliers, le changement de vie, la création d'écolieux et la permaculture. Des questions sur l'association? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que la perma? Qu'est-ce que c'est que la permaculture ou permanente culture? Pour vous, peut-être très rapidement, là, un peu comme on dit en popcorn, ou un mot rapide, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Permanente culture. Alors, c'est pas une coupe de cheveux, hein, la permanente. Exactement. L'aspect des équilibres. Équilibre? Ouais. Mm. Ada, tu voulais parler? Ouais, juste qui marche toute l'année, enfin qui fonctionne toute l'année. Donc, c'est un peu tout ça. C'est vrai qu'il y a cette notion d'équilibre qui est très présente. Il y a une notion de permanence, de durabilité, de résilience derrière le mot permanence. Et culture, ça vient d'agriculture à la base. Et ça a évolué vers culture parce que culture englobe l'ensemble des systèmes de vie. Et donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui constituent notre civilisation. Au sens large, la culture, c'est ce qu'on peut dire être la civilisation. Donc, ce qu'on peut trouver comme un axe global, oui, il y a des effets spéciaux aussi pendant cette conférence. Ce qu'on peut trouver au centre de la civilisation, de la culture, c'est l'art et la science. Souvent, ce qui dirige un petit peu l'humanité, c'est l'art et la science. Comment est-ce qu'on est inspiré d'un côté et comment est-ce qu'on peut avoir accès à un savoir rationnel de l'autre. Ça fait penser aussi en termes d'humain à cerveau droit, cerveau gauche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces distinctions. Donc, intelligence créative et intelligence analytique. Et on peut imaginer 3 pôles, c'est-à-dire les modalités d'échange, c'est-à-dire la société en général, comment elle échange, comment les gens se relationnent et comment est-ce qu'elle est administrée d'un autre côté, et enfin les processus d'éducation. Donc, c'est ce qui peut constituer un contexte de notre culture au sens large. Et donc là-dessus, effectivement, toutes les autres branches en émergent, donc la philosophie, la psychologie, la littérature, le théâtre, la médecine, la santé, et j'en passe. Et donc tout ça, c'est pour dire que la permaculture, c'est holistique, c'est global, c'est interconnecté, mais on en parlera tout à l'heure. Donc c'est une pratique qui s'inspire de l'ensemble de la culture. Peut-être que j'en ai pas cité, peut-être qu'il y en a d'autres qui vous viennent. En gros, pour moi, il me semble difficile, voire compliqué de faire de la permaculture sans s'intéresser à la philosophie, à la médecine, à la santé, à la psychologie, etc. Il y a
un anthropologue, un célèbre anthropologue qui s'appelle Claude Lévi-Strauss, qui dans les années 60 a dit l'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse comme la betterave. Son ordinaire ne comptera plus que ce plat. Et donc ça, c'était déjà dans les années 60-70, même avant, qui disait ça. Donc c'est pour dire que notre civilisation très cartésienne, très analytique, a un problème, c'est qu'elle fonce droit dans le mur. Et qu'elle imagine que peut-être, en fonçant encore plus vite, peut-être le mur, elle va le traverser. Et en fait, cette pensée régulière, linéaire, nous empêche de penser l'ensemble des systèmes, nous empêche d'avoir de faire un pas en arrière et d'observer l'ensemble des choses. Vous avez sans doute entendu parler des 3 éthiques ou les 3 piliers de la permaculture. Qui en a déjà entendu parler? Si vous voulez, on peut lever la main si vous en avez déjà entendu parler, sinon levez pas la main. OK. Alors en permaculture, ce qui fait que c'est plus qu'un ensemble de techniques, voilà, c'est juste pas, on verra aussi ça tout à l'heure, mais c'est juste pas des techniques au jardin, ou des techniques pour se relationner, ou des techniques pour aller bien dans sa vie. C'est pas uniquement ça, c'est un ensemble de valeurs. Donc ces valeurs, on les appelle des éthiques. Ça veut dire que c'est des valeurs positives qui amènent en fait à diriger son projet. Donc là, on est parti d'un bonhomme, ça peut être toi, Sébastien, ça peut être Pada, ça peut être Élodie, etc. Vous avez un projet et à partir de là, 3 éthiques en émergent. Ces éthiques, elles sont reliées à la nature, donc le fait de se connecter à la nature, d'être en harmonie avec, donc de rechercher cette harmonie. Il y a une notion qu'on dit souvent en permaculture et qui est inhérente à la permaculture, c'est la notion de design. Donc, comment est-ce qu'on va concevoir un lieu harmonieux avec la nature, mais aussi productif. Donc voilà, encore une fois, cerveau droit, cerveau gauche, productif et aussi en connexion, en harmonie. Et je voudrais rajouter un truc aussi sur la nature, c'est en permaculture, on considère que tous les êtres vivants ont un rôle à jouer. Et donc, il n'y a pas de, qu'on appelle ça de... Prédateur, de ouais, ravageur, non, je veux dire, dominateur. enfin, il n'y a pas de nuisible, voilà, c'est ça que je cherchais. Il n'y a pas la notion de nuisible. Ouais. Et du coup, en permaculture, l'idée, c'est, même s'il y a des indésirables ou s'il y a des déséquilibres, l'idée, c'est comment est-ce que je peux composer avec ça? Comment est-ce que je peux reconstruire l'équilibre? Voilà. Ouais. Je vais rajouter ça. Et ce qui m'amène effectivement à une dimension qui est fondamentale aussi, c'est prendre soin de l'être humain. Donc il y a 3 piliers, prendre soin de la nature, prendre soin de l'être humain. Prendre soin de l'être humain, c'est tout ce qui est la notion de responsabilité vis-à-vis de sa vie. Comment est-ce que j'arrive à me créer une vie qui est harmonieuse? Comment est-ce que j'arrive à me créer une vie qui est résiliente, qui est heureuse? Et comment est-ce que je gère, comment est-ce que je m'organise pour avoir une consommation responsable? C'est-à-dire, prendre des fruits et des légumes qui sont plutôt, locaux, pas de l'autre bout de la planète, essayer de limiter les emballages et cetera. Enfin bref, toute cette démarche-là. Et ensuite, il y a donc ce 3e pilier qui est prendre soin de la société. Souvent, quand vous allez voir présenter la permaculture, ouais, vas-y Christophe. Je vais juste rajouter un truc aussi. En plus de ce que tu as dit, c'est le poids de mes actions. Donc, par exemple, quand je décide de lancer un projet, quand je décide de faire quelque chose, quelle nuisance je peux générer, que ce soit un air pollué, que ce soit de la nuisance sonore ou que ce soit maltraiter des personnes. C'est voilà, ma responsabilité dans mes actions. Totalement. Et j'allais dire le poids aussi du bonheur, c'est-à-dire le bonheur que je vais me créer dans l'autre sens aussi. Concernant ce 3e pilier, souvent, quand on présente la permaculture, et je dis quand elle est souvent présentée par différentes personnes, il y a une convention qui dit c'est redistribuer les surplus.
Nous, tout simplement, ce qu'on appelle ça, c'est prendre soin de la société. Donc, ça fait vraiment 3 piliers. Et dans ce troisième pilier, on a le lien aux autres, effectivement. La solidarité, comment est-ce qu'on va penser les échanges de façon favorable pour moi et pour les autres, de manière équilibrée. Et de quelle façon est-ce qu'on va créer une économie résiliente. Est-ce que là, spontanément, il y a des choses qui vous viennent sur, par exemple, vos projets ou comment vous désirez les mettre en place par rapport à ces 3 éthiques, ces 3 valeurs? Peut-être Christophe, toi, tu as des choses à partager? Ouais, j'aurais voulu partager une référence concernant la société. C'est celle de Patrick Vivray, qui a écrit un bouquin sur comment le marketing et la publicité a réussi à transformer nos désirs en besoins. Et donc, je vais prendre un exemple qui est un peu extrémiste, qui est l'envie d'aller passer les vacances sur Mars, qui est quand même quelque chose qui est d'actualité et qui n'est pas un besoin fondamental. Et du coup, qui est devenu un désir, mais du coup, on a envie de le faire et c'est devenu un besoin. Donc, on peut très facilement imaginer la surconsommation que ça implique de vouloir aller sur Mars. Une deuxième chose aussi que je voulais rajouter dans, ce- dans le sujet de la juste part, c'est qu'aujourd'hui, dans la nature, il y a un nivellement vers le haut avec les prédateurs et un nivellement vers le bas avec la consommation, la production, en fait. Et l'humain a réussi à se détacher de ce schéma-là avec la médecine et du coup, en se défaisant de ses prédateurs et en produisant trop. Du coup, on a une extension de l'humanité et on est en surproduction, en surconsommation, etc. C'est ce En que surchauffe je veux dire. globale. Voilà, en surchauffe globale. Du coup, moi, il y a quelques références aussi que j'aimerais vous partager. C'est ce qui est à l'origine de la permaculture, c'est un monsieur qui est un japonais qui s'appelle Fukuoka. Et je vous conseille de lire un livre de lui. Donc, s'il y avait un livre à retenir pour l'inspiration de la permaculture, ça serait La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka. Donc, on vous mettra les liens dans un document à part. Euh, et puis, la permaculture, c'est pas que Bill Mollison et David Holmgren, donc les 2 personnes qui ont synthétisé le travail, des universitaires qui ont synthétisé ce travail. C'est aussi l'inspiration des peuples premiers. Je pense beaucoup aux peuples autochtones d'Australie, qui créaient eux-mêmes des jardins-forêts dans leur univers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation nature-culture, en fait. Pour eux, il n'y a pas de séparation nature-culture. L'être humain est naturel. Donc, il plante spontanément des arbres fruitiers dans son environnement. Des jardins à l'anglaise extensifs, si vous voulez. Donc, une autre référence que je peux vous partager, c'est aussi les personnes à l'origine de la permaculture sociale. Donc, pas seulement Bill Mollison, comme je l'ai dit, mais donc, on peut citer Robina McCurdy, on peut citer Luby McNamara, qui sont les créatrices de la permaculture sociale, et ça fait plaisir qu'il y ait aussi des femmes dans ce mouvement. Donc, établir un équilibre aussi homme-femme à ce niveau-là. Je citerai aussi la citation de Ben Folk, je veux dire le livre de Ben Folk, Une ferme résiliente en montagne, qui est un excellent livre, qui montre un peu tout ce qu'on peut faire dans des climats difficiles. Et enfin, une autre personne que j'aime bien citer, qui est une activiste, c'est Starhawk. Et je vous laisserai voir en économie aussi, Gunther Pauli, l'économie bleue. Voilà un petit peu les références et je vous les noterai à part. Ouais, j'ai pas eu le temps de les noter toutes. Normal. Ça fait beaucoup de références. Est-ce qu'il y en a qui ont des impulsions de partager pour leur projet? Ou Christophe va nous indiquer ce qu'il y a au cœur de la permaculture avec le systémique qui est au cœur de la permaculture. Un auteur que j'aime bien citer aussi, c'est Sepp Holzer, un grand monsieur qui crée des jardins abondants en Autriche par -20 degrés. Et il arrive à faire des prouesses
planter des fruitiers en climat vraiment très difficile. Sébastien, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je vais juste rebondir parce que j'entendais le mot systémique et par rapport à la sphère de l'humain, ça me fait penser par rapport à ce que j'ai pu étudier moi, par exemple par rapport à la psycho, où en psychologie, on a globalement 3 grandes écoles et parmi ces 3 grandes écoles, on a l'école de la psychologie systémique, qui est un petit peu le parent pauvre en fait, parce que c'est la moins connue et au regard de la situation actuelle, c'est un peu la branche qui est peut-être la plus pertinente en fait, d'autant qu'elle a l'avantage d'être très facilement combinable avec les deux autres, là où d'un côté les behavioristes comportementaux, etc., s'opposent énormément aux psychanalystes, et en fait elle fait le pont entre les deux. C'est une super intervention, je te remercie de ça, parce qu'effectivement, un des tenants de la psychologie holistique, c'est Monsieur Abraham Maslow, qui est toujours cité depuis les années 50 et qui est toujours la référence, et vous le connaissez à travers la pyramide de besoins. Si vous tapez dans Internet pyramide de besoins, vous trouverez la pyramide de Maslow, et c'est toujours une référence à l'heure actuelle. Et il est à l'origine de la psychologie holistique, justement, entre autres. Bon, bah, du coup, enchaînement sur sur les gros mots, systémique, interdépendance, c'était quoi, Prophylactique, pas prophylactique. lactofermentation. Ça pourrait. Hein. Alors en fait, ce qui était intéressant, c'est que en préparant la conférence, je me suis tout de suite intéressé à la définition de systémique et j'ai tout de suite été regardé dans le Larousse. Et là, j'ai failli vomir parce que quand j'ai vu la définition, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. J'ai envie de vous la lire, j'ai envie de partager ça. Ce moment d'inconfort inconfortable. Alors, c'est dit d'une approche scientifique des systèmes politiques, économiques et sociaux qui s'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en relation mutuelle. Voilà. Alors, pour moi, le systémique, déjà, c'est un tout avec des sous-ensembles et encore des sous-ensembles et encore des sous-ensembles et encore des sous-ensembles. Pour moi, c'est étudier l'ensemble jusqu'à la macroscopique. Et du coup, d'étudier aussi l'interdépendance entre chaque sous-système, entre les sous-systèmes et autres sous-systèmes et la globalité. Et l'interdépendance, elle vient que quand je change quelque chose dans un sous-système, et ben l'autre sous-système à l'autre bout, il va se rééquilibrer. En fait, il va y avoir tout un mécanisme qui fait que ça va se rééquilibrer. Donc, c'est l'étude du système dans sa globalité, des sous-ensembles, des interdépendances et des interactions. Donc, effectivement, et des interconnexions. Et donc, c'est une méthode de pensée qui est à l'opposé, en fait, de notre pensée cartésienne qui gouverne aujourd'hui la culture moderne, qui nous vient de Descartes. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous partager sa célèbre citation. Je pense, donc je suis. Donc, j'efface tout ce qu'il y a autour de moi et donc je peux être. Qui est en fait une vision très segmentée où je vois que ce qu'il y a là et je vois pas ce qu'il y a autour de moi. Ouais. Ce qui amène à avoir une dimension un petit peu de prédateur sur la nature ou sur les éléments au lieu de prendre ce recul et d'observer aussi. Quelque chose que je voulais partager avec vous aussi, c'est si on parle de permaculture jardin, on parle souvent de botanique. Et en botanique, donc la science des plantes, on parle souvent de la botanique linéenne, qui dit, donc Linné, c'est le monsieur qui a classifié les plantes, enfin, qui a démarré la classification des plantes, et il a dit que les plantes, c'était 2 noms, donc un genre et puis une espèce, donc en latin. Et en fait, lui, il analyse une plante par le fait qu'il dit c'est des racines, une tige et des feuilles. Et ça, c'est la plante. Quelqu'un qu'on connaît peu dans ce domaine, c'est la botanique goéthéenne. Donc de Goethe, un poète, enfin, quelqu'un qui est connu aujourd'hui comme un poète, mais qui était aussi botaniste et reconnu comme scientifique de son temps. Et ce monsieur, il a inventé la botanique goéthéenne, qui est toujours
utilisé aujourd'hui, mais moins connu. C'est comme la psychologie holistique, en fait. C'est toujours des domaines qui ont l'air écartés, alors pourtant ils sont tout aussi intéressants. Et ce monsieur, il a dit, OK, la plante, c'est les racines, la tige, les feuilles, mais c'est aussi l'environnement dans lequel elle est. Et donc, une plante, c'est la plante plus l'environnement. Donc voilà, ça donne un petit peu ce décalage entre pensée vraiment analytique, ce qu'on appelle la science réductionniste, vis-à-vis de la science holistique ou systémique. Voilà, c'est un peu l'opposition. Et pour aller dans le détail aussi macroscopique de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une feuille, elle a aussi une forme, une couleur, une odeur, et elle a plein d'autres caractéristiques que juste être une simple feuille. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toutes les visions de la permaculture sont bienvenues. Et qu'en permaculture, on a un outil de distinction des différentes visions de ce qu'on peut mettre dans la permaculture, c'est-à-dire que chacun peut amener sa propre vision dans la permaculture. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une permaculture qui est plus humaine, plus sociale. D'autres, ça va être plus le jardin, d'autres plus l'économie. Donc souvent, on peut voir cette fleur, vous avez déjà dû la voir sans doute à un moment donné sur Internet. Souvent, il y a une spirale qui part du milieu. Et en fait, ce qui régit ces trois axes, donc au milieu, prendre soin, donc ces trois éthiques qu'on a vues tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir une pratique de bon sens, en fait. C'est de remettre le bon sens au cœur. D'avoir ces trois éthiques, en fait, ces trois piliers, ça te permet de se diriger dans son projet et d'utiliser un ensemble de techniques qu'on voit là dans les différents pétales. Et ces pétales, ça peut être sa vision de la permaculture. Pour quelqu'un, il va faire peut-être uniquement de la perma économique. Pour quelqu'un, ça va être une permaculture peut-être plus humaine, intérieure. Pour quelqu'un, ça va être l'éducation alternative avec les enfants, etc., etc. Et chacun est libre de choisir un, deux, trois pétales ou l'entièreté des pétales. C'est ce qui rend la permaculture complexe d'un premier abord à comprendre. Ce n'est pas qu'elle est complexe, c'est qu'elle est globale. C'est qu'elle prend l'ensemble des choses en lien, quoi, en pratique. Et ça vient un petit peu contrecarrer notre système éducatif qui nous fait raisonner en silo. C'est-à-dire, on dit, bah, toi, tu as des bonnes notes en physique, bah, tu seras physicien. Toi, tu as des bonnes notes en art, et ben, tu feras art plastique, etc., etc., etc. Et donc, oui, le monde, c'est plus que ça, c'est une entièreté de système et chacun peut avoir sa vision. Donc, chacun est bienvenu avec sa vision de la permaculture, il n'y a pas de dogme derrière ça. Si quelqu'un vous dit la permaculture, c'est du jardin, c'est sa vision à lui, mais ce n'est pas la réalité. Voilà, c'est juste une petite remise au jour de la permaculture. Ce qui m'amène un petit peu, pour vous faire réagir un petit peu sur quels sont, selon vous, les mythes de la permaculture, les grands mythes et légendes pittoresques qui bigarrent un petit peu notre paysage de la permaculture. On peut en citer quelques-unes pour démarrer un petit peu cette interaction. D'abord, pourquoi buterais-je? Pourquoi créerais-je des buts? Qui je vais buter ou qu'est-ce que je vais buter? Pourquoi faire? Ça me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture et que j'avais mon jardin, on m'a dit ah, tu vas buter? Et je me dis, mais je vais buter qui, tu vois? Donc, encore une fois, c'est un ensemble de techniques. Donc, on n'est pas sur de la technique, mais un petit peu quelle vision on a déjà d'abord, soi, et après, quelle technique on utilise. Donc, si on dit la permaculture, c'est des buts, bah, a priori, ça révèle une vision et pas vraiment ce qu'est la permaculture. Il y en a d'autres que nous, on aime bien un petit peu remettre, critiquer ou voir, c'est l'idée du jardin d'abondance sans rien faire. L'idéologie du moindre effort. Vous avez peut-être vu des vidéos, très anciennes vidéos d'ailleurs de Bill Mollison, allongé sur ses planches de culture en train de mettre de la paille, un petit peu comme un banquier romain, tranquille, qui disait, bah voilà, on va avoir une productivité presque sans rien faire. Donc moi, je préfère dire qu'on parle pas du moindre effort, mais du moins d'effort. C'est marrant que tu cites cet exemple-là, et après je laisserai la parole un peu à tout le monde,
Tout à l'heure, tu as parlé de Fukuoka, Révolution d'un brin de paille, où tout le monde a cette idée-là, bah, je jette des billes d'argile dans mon jardin et puis ça pousse tout seul. En fait, lui, avant d'arriver à faire ça, il a quand même observé son jardin pendant 30 ans, quoi. Et du coup, moi, ça me fait un peu rire quand on dit ouais, bah, la permaculture, j'ai rien à faire. Non, mais lui, il a bossé pendant 30 ans avant de pouvoir rien faire. Donc, je voulais juste souligner ça, quoi. Et voilà. Du coup, est-ce que ça m'intéresserait de savoir un peu ce que vous avez comme mythe sur la permaculture ou légende? Bref, je sais pas si j'ai vraiment des mythes, parce que pour le coup, ce que j'en sais, ça résonne pas mal à ce que vous racontez. J'avais récemment, par mon ex-beau-frère, qui me parlait justement de comment il voyait son jardin, et il était aussi dans cette logique du laisser-faire, mais pas un laisser-faire totalement passif, en fait. C'était justement plutôt un laisser-faire bah, déjà, je vais observer comment ça se passe, quelle est l'interaction entre les plantes et la terre, puisque selon l'état de la terre, tu n'as pas la même interaction avec les plantes. Enfin, vraiment plutôt justement une observation de comment fonctionne le système, plutôt que de se lancer tête baissée tout de suite à se dire, bah voilà, on m'a appris ça, donc je vais appliquer ça. Bah oui, mais c'est pas forcément pertinent dans la situation. Enfin, il y a d'abord une phase forcément d'observation. Donc c'est peut-être ça que les gens prennent à tort comme, ah bah c'est bon, il n'y a rien à faire, c'est tout seul. Non, il y a une phase d'observation et justement d'ajustement pour voir, enfin, se mettre en phase en fait avec l'environnement dans lequel on se trouve. Hmm. Hmm. Alors moi, je pensais que c'était que du jardin, que du jardin. Donc, du coup, je suis ravie que ce soit pas que ça, en fait. Voilà. Donc, bon, voilà. Moi, Padawan, toi aussi, tu croyais que c'était que du jardin, non? T'es pas trop déçu? Tu regrettes pas d'être venu? Tout va bien. Ah non, c'est effectivement, ouais, je pensais que c'était surtout de la culture. Bon, après, là où je travaillais au 6B, il y avait des buts, donc c'est un peu comme ça que je me suis mis à m'intéresser à ça. Et j'ai un très bon ami qui jardine en permaculture sur son balcon orienté au nord et qui arrive à avoir des fraises, donc ça m'intrigue. Mais effectivement, je sais par contre que c'est du boulot parce que il va chercher son limon sur les bords de Seine. Enfin bon, nous on est en région parisienne, dans des petits espaces, donc il optimise quoi. Non, non, je suis pas déçu, j'écoute avec attention, même si je suis pas face à mon écran. Je vous écoute. Ouais, c'était pas par rapport à ça, mais c'est juste que au début, je t'ai entendu dire que tu avais ton petit jardin et j'avais cru comprendre que tu cherchais peut-être des conseils ou autres Ah pour oui, oui, aussi. développer. Mais c'est pas grave, hein, je suis aussi ouvert à ce qu'on m'ouvre l'esprit sur la permaculture, hein, clairement. Cool, merci. Leroy, tu voulais dire un truc? Ouais, le jardin où il n'y a rien à faire, ça m'évoque un reportage qui a beaucoup tourné sur les réseaux d'un monsieur avec un chapeau de paille qui fait des graines de tomates en ne faisant rien en fait. C'est présenté comme ça. Alors donc, j'imagine effectivement que ces tomates sont très adaptées à son terrain et donc elles n'ont plus besoin d'un entretien particulier parce qu'elles ont été sélectionnées pour très bien s'adapter à cet endroit-là. Et je me demande de l'intérêt en fait d'acheter, puisqu'en fait il fait ses tomates pour vendre des graines, mais ces graines-là, à quel point elles vont être bien implantées sur notre terrain, sur le terrain de l'acheteur, etc. Voilà, voilà, c'était ce que ça m'évoquait. Bah, effectivement, la Gabrielle m'a partagé la référence, c'est Pascal Pout ou Rout, ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Mais en fait, lui, c'est pareil, quoi. Avant de faire pousser des graines sans eau, il a pris une tomate qu'il a fait pousser sans eau, et puis il y avait peut-être genre une mini tomate comme ça qui avait poussé, donc il a pris la graine qu'il a refait pousser, et après il a refait la même chose, il a repris la graine qu'il a refait pousser. Donc c'est des générations et des générations de graines sélectionnées avant d'en arriver à là. Dans son Donc cas, c'est dire, 30 ans. ouais, dans son cas, c'est 30 ans aussi. Ouais. Donc un Mais peu ça ne comme veut pas Fukuoka. dire, ce que je veux dire derrière ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver tout de suite non plus. Je veux pas dire que, allez, 30 ans et ça y est, on fait de la permaculture. C'est pas du tout mon approche. Je reprends tout à l'heure les mots qui ont été dits, l'optimisation. Donc, il y a cette idée d'optimisation, vraiment dans la permaculture.
Donc, apprendre vite aussi par la pratique, ça fait partie de la permaculture pour moi. Et puis, il y a un autre terme qui m'est venu, mais qui me reviendra tout à l'heure. Ça me reviendra. Il y a un autre mythe aussi, peut-être. Alors, je sais pas après si Brian si Brian, tu veux partager aussi un mythe ou une légende. Moi, j'en aurais un autre aussi. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais J'en connais pas. t'en connais pas? Alors, je vais dire, j'enchaîne. Pour moi, c'est toutes les plantes sont nos amis. C'est pas vrai. Dans la nature, c'est vrai, mais quand on est dans une logique de production, il y a des plantes qui vont. Je t'entends en écho, Brian, je te mets en mute, ça me dérange. Quand on est dans une logique de, quand on rentre dans une logique de production, je veux produire mes légumes, du coup, je vais faire une rangée d'oignons, et toutes les plantes, toutes les adventices qui vont pousser autour de mon oignon, vont prendre les nutriments qui vont être dédiés à mon oignon. Donc là, il y a une logique de compétition, et du coup, ces plantes-là, elles sont pas désirables pour moi. Donc dire que toutes les plantes sont désirables, c'est un peu un conte de fées. Alors, effectivement, quand on est dans une forêt, la plante qui pousse, c'est celle qui doit pousser, et c'est comme ça qu'il y a un équilibre qui se crée. Mais quand on rentre dans une logique de production, c'est moins vrai. Et c'est important. C'est vrai qu'on passe d'une pensée où on a appris beaucoup à l'école et dans le monde du travail à être compétiteur du tout compétiteur au tout coopérateur. En fait, ça ne fonctionne pas non plus parce que la nature, c'est à la fois une entraide et une compétition. On pourrait parler de coopétition si on veut. Donc, il y a une sorte d'émulation entre compétition et coopération. Oui, le principe dont je voulais parler tout à l'heure, c'est le principe d'observation. Souvent, on dit en permaculture, on ne va pas se lancer tout de suite et on va observer ce qui se passe sur le terrain pendant peut-être 1 an, etc. Moi, je ne suis pas pour cette dimension-là. Je suis pour une dimension où on va faire un petit jardin pour expérimenter tout de suite. Même si on a un grand terrain, OK, on fait un petit jardin et ça nous permet de mesurer directement les effets de son jardin sur l'écosystème. Est-ce qu'il y a beaucoup de ravageurs? Est-ce qu'on doit adapter telle ou telle plante? Est-ce que je dois ramener des pollinisateurs? Est-ce que je dois faire un petit bassin? Etc. Donc, c'est une logique d'observation. Voilà. J'observe, mais j'agis en même temps. Ça me permet d'être actif. Il y avait différents principes, parce qu'en permaculture, on parle aussi de principes. J'aimerais en citer juste quelques-uns très rapidement. Et après, on passera un petit peu à la partie zonage ou pratique pour vos projets, pour ceux qui veulent. Moi, il y a 3-4 principes que j'utilise continuellement au jardin et dans ma vie, donc avec les gens, avec mes projets. C'est le problème et la solution. Donc souvent, quand je vois un problème, plutôt que de bloquer dessus et de me dire « Ah, ce problème, j'ai envie de le dépasser et j'ai envie d'en faire quelque chose », je vais me dire comment est-ce que je peux utiliser sa force d'inertie pour en faire quelque chose d'autre. Donc l'idée, c'est toujours de prendre le problème par un autre bout, donc le problème et la solution. La manière dont je mets en place les jardins, souvent, pas souvent, c'est tout le temps, je mets un élément en lien avec 3 fonctions. Par exemple, si je crée une planche de culture, il faut que cette planche de culture ait 3 fonctions. Donc, cette planche de culture, par exemple, je vais la faire belle, je vais la faire jolie, pour qu'elle soit attrayante et que ça me donne envie d'aller au jardin. Donc ça, c'est la première fonction. Je vais la faire plutôt linéaire. Ce n'est pas une contradiction par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais pour que ça soit simple d'usage. C'est-à-dire que moi, je vais me repérer facilement dans l'espace et je vais me dire, je sais où j'ai planté mes oignons, je sais où j'ai planté mes tomates, etc. Donc, simple, beau. Et la troisième, ça peut être un espace qui permet des rencontres entre humains. Donc là, j'ai un peu mes 3 éthiques, si on veut. Beau pour moi, pour la société, pour les autres, et aussi pour la production, pour le jardin. Donc voilà un petit peu quelques éléments. Un autre, donc tu veux créer un espace de rencontre autour des oignons. Par exemple, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas, ça peut paraître un peu farfelu, mais oui. C'est un beau défi.
Un beau défi, exactement. Et ça me fait penser à un principe de Bill Mollison qui dit qu'il n'y a qu'un seul obstacle, en fait, quelque part, à la permaculture, c'est les limites de notre imagination. J'aime bien penser à ça aussi, parce que dans le contexte parfois dans lequel on a été éduqué, et dans notre monde moderne, on ne nous éduque pas à avoir de la créativité et une intelligence, j'allais dire complète. On nous apprend à compter, à calculer, mais pas, finalement être des créatifs. C'est pas ce qu'on nous demande en tout cas à l'école. Hem, voilà peut-être un dernier principe que j'utilise au jardin, c'est, les déchets sont des ressources. Donc pensez chaque déchet comme une ressource potentielle. Ouais, donc peut-être que certains d'entre vous en ont. Et je regarde en même temps le chat et je remercie, joyeusement. C'est joli, peut-être. Moi, ça m'a posé Hem, une question. Est-ce que quelqu'un a un déchet là et dont il sait pas quoi en faire en fait? mmh, défi du jour. Allez-y, mettez-nous au Un, défi. un défi du jour. Alors moi j'en ai un. Tout ce qui est peau d'orange, clémentine, etc. Parce qu'au bout d'un moment, quand on les Compost. sèche et qu'on fait des zestes, bah, on m'a dit qu'on pouvait pas le mettre dans le compost. En fait, tu peux très bien. Ah, mais alors pourquoi on me dit qu'on peut pas? C'est que les gens font des composts qui sont pas assez humides. Les peaux d'orange, quand elles sèchent, elles se, cristallisent en quelque sorte et Ah oui, après elles n'arrivent d'accord. plus à se décomposer. D'accord. Si ton compost est assez humide, tes peaux d'orange se décomposent. Et donc, pour qu'il soit assez humide, comment je fais? Soit Je... Tu mets l'eau. tu mets de Mais l'eau, quand? Parce que si c'est trop humide, c'est peut-être mauvais aussi, non? Je faut sais qu'il soit pas. bien aéré. Bien aéré, c'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire Alors, qu'en fait tu veux répondre ou je réponds? vas-y. Alors, en fait, il y a une technique qui marche bien. En fait, le compost, déjà, c'est un gros sujet en lui-même. Mais là, j'essaie de te répondre rapidement. Un D'accord. compost, pour fonctionner, il a besoin d'eau, d'air et de chaleur. Mhm. Du coup, tu as ton compost qui est dans une boîte. Oui. Il faut qu'il soit humide. Tu le recouvres du soleil et en fait, tu peux prendre une tige pour créer des colonnes d'air en fait dans ton compost. Donc l'air va aller au centre, va aller nourrir les bactéries et du coup, ça permet aux bactéries de fonctionner et d'être D'accord. aérées. Ok. Voilà. Et puis tes peaux d'orange, bah, tu peux en faire des thés, tu peux manger en cuisine avec, tu peux Ouais, faire mais des j'en ai bougies, tu trop. peux... Enfin, je trouve que, enfin, il y en a beaucoup pour une seule orange déjà, en fait. Et du coup, voilà. Bon. Tu fais des allumes-feu, Ok. des départs pour le feu, moi j'en fais aussi. Tu fais des départs pour le feu en fait. Ça, Du tu coup, les fais juste sécher? tu Non. les fais sécher et t'allumes avec ton briquet, tu les jettes dans le feu et ça fait Trop un bien. départ de feu. Ok. Bah, ok. Faites Merci. pas ça chez vous, hein. Défi Non. réussi. C'est facile, j'ai l'impression. Ok. Merci. J'avais envie de vous faire parler, sur un petit peu vos projets, un petit peu pour se lancer dans le bain et on avait proposé une dynamique de zonage. Je voulais savoir si vous avez encore 10 petites minutes parce qu'on dépasse un peu le temps là. Ouais, je sais pas, il y a pas Dawan aussi qui voulait parler. Ah, vas-y. Euh, Non. Non? Je t'ai vu t'arriver, Non, t'as double-cliqué. Non? Ok. non, c'est parce que mon écran se met en veille quand je suis pas dessus, donc voilà. Ok, Pas ça marche. spécialement. C'est pas du tout abouti mon idée, donc je préfère vous écouter. Ok. Du coup, là, je rebondis sur ce que Gabriel a dit. Il nous reste 10 minutes. On voulait prévoir un temps de questions. Et, euh, et on avait aussi un exercice de zonage à faire. Donc, je voulais savoir si ça vous convenait, si on débordait de 10 minutes. Oui. Oui, c'est bon pour tout le monde? Bon, bah, il y a là, Gabriel. Vas-y. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer son projet un petit peu en phase test et qui veut se lancer? Ou alors on part d'un projet
classique. Ça peut être enfin, classique, pas du tout classique, puisque là, ce que je vais vous présenter, c'est le jardin des possibles, donc le jardin sur lequel on va faire les différents stages. Mais ça peut être le vôtre, si vous voulez, parce que Christophe est un super interactive man qui peut gérer ça. Et donc, on a dit que ça commençait par la zone 1, souvent. Alors, qui n'est pas familier en termes de zonage ici? Vous pouvez mettre votre micro parce que je ne sais pas si je vous vois. Alors, c'est pas zoné en cité. Hein. On ne parle pas de... Non, bah moi, je ne sais pas ce que Non, c'est. je suis pas pratiquant non plus du tout. Ah, ok. Super. En permaculture, on parle souvent de 5 zones principales. Donc, ces zones, elles permettent de répartir le temps de travail et l'intensité que l'on va mettre dans chacune de ces zones. Donc, intensité, c'est-à-dire la précision du travail sur petite surface, moins intensif, donc plus grande surface, et donc avec moins de force d'intensité. Donc, souvent, ce qu'on voit en zone 1, c'est le poulailler, la serre à semis et le jardin d'aromatique. Parce que c'est à côté de la maison, on y va tous les jours. Vas-y, Christophe. Je voulais juste reformuler ce que tu as dit. En gros, c'est aussi répartir les énergies et comment je dépense mon énergie et où est-ce que je le mets, quand je le mets. Et du coup, de créer des espaces qui sont efficients et suffisants. Super, merci. Donc, on a quelque chose qui est très quotidien pour la zone 1, où il va falloir du soin quoi, pour aller récolter les œufs, pour donner le grain aux poules, bref, être présent. Et souvent, dans cette zone 1, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a 2 autres petites zones. Donc, c'est la zone 0, c'est-à-dire la communauté d'amis, de famille, etc. Enfin, la communauté au sens large, de gens qui nous entourent. Donc, c'est les relations. C'est pour ça que la permaculture, on parlait de cette autre éthique, prendre soin du collectif. Puis, la zone 0,0 qui concerne soi. Quel projet j'ai, comment est-ce que je m'investis en fait moi-même dans ma vie, etc. Donc tout ça, c'est la zone 1. On peut dire que la zone 0 et zone 0,0 sont dans la zone 1. Puis il y a une zone 2. Donc là, souvent, dans la zone 2, c'est le potager. Donc là, on va y aller 2 fois, 3 fois par semaine. Voilà, ça peut être des petits animaux, ça peut être effectivement comme des panneaux solaires ou de l'énergie à entretenir de temps en temps. Voilà, ou éolienne. Ensuite, on a la zone 3, où là, c'est plus, on va intervenir, mais de façon saisonnière, on va dire. Voilà. On peut dire zone 1, c'est façon journalière, zone 2, façon hebdomadaire, zone 3, façon saisonnière. Donc, ça peut être un verger, par exemple. Souvent, c'est un verger. Ça peut être des animaux qui ont moins besoin d'entretien. Zone 4, on va être dans quelque chose où ça va être peut-être bisannuel. Ça peut être des grandes cultures, par exemple, des céréales, voilà, ou des mares, des choses qu'on a fait un peu pour la biodiversité. Et enfin, la zone 5, c'est ce que Bill Mollison appelle la zone de méditation. Donc, méditation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part dans la nature s'inspirer. Ça peut être en randonnée. Faites gaffe s'il y a des tigres, par exemple, je vois. Mais ça peut être si vous êtes à Paris, dans une grande ville, cette zone 5, ça va peut-être être votre quartier, en fait. Si vous êtes... et donc, ça peut être les endroits où vous aimez bien être. Ça peut être un grand parc, ça peut être, je ne sais pas moi, un salon de thé, si on a le droit de se réunir, etc. etc. Tu peux les zoner au quartier. Hein? Tu peux les zoner au quartier. Tu peux les zoner au quartier, c'est ça. Voilà. Et donc, ces éléments-là, on peut les changer en fonction de votre projet, en fait. Si quelqu'un a un projet d'équidés, avec des chevaux, les chevaux vont être en zone 1, par exemple. Si quelqu'un a un projet de gîte, donc d'accueil de monde, il va y avoir peut-être le gîte en zone 2
ou en zone 3, en fonction du flux de visiteurs. Donc, tout ça, c'est vraiment à penser de façon, encore une fois, non linéaire. Là, on a fait des super belles zones bien rondes, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Voilà. Évidemment, il peut y avoir un petit peu de zone 2 un peu plus proche, zone 3, zone 4, etc. en fonction de... Ouais, encore une fois, l'idée, et ça, c'est des travaux d'architecture, en fait. C'est tout ce qui vient en amont de se lancer dans un projet. C'est où est-ce que je mets mon effort et comment je le répartis. Ok. Donc, du coup, je voulais voir avec vous si... Alors, je ne vous ai pas posé la question pour vous, mais s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer rapidement là pour tester un peu son projet, c'est possible. Et sinon, on passe aux questions-réponses. Peut-être Agatha, tu avais une demande, non? Non. Ok. Non, c'est juste pour dire que c'était. Je ne savais pas que j'étais pas en mute, pardon, j'ai dû faire un bruit de Ah, tête. ok. Non, et du coup, c'est juste que j'ai encore un projet qui est trop lointain dans le temps, mais voilà, ça me clarifie déjà pas mal voilà, par rapport à ça déjà. Voilà. Merci. Super. Pour ma part, j'ai pas de projet, on va dire, défini vraiment sur l'intégralité de l'aspect holistique, en fait. C'est-à-dire que vu que j'ai des compétences qui vont être très centrées sur l'aspect humain et que pour tout le reste, bah, je suis néophyte, donc j'ai besoin d'apprendre, je me pose d'emblée en fait dans le contexte où c'est pas quelque chose que je bâtis tout seul en fait. Donc comme j'ai pas les autres pas tout seul, je peux pas avoir de vision globale en fait. Je me positionne en fait globalement directement en connaissant en fait le rôle et la plus-value que je pourrais apporter et je sais d'ores et déjà quelles seraient les compétences dont bah, il faudrait que je m'enrichisse d'autres personnes. Mais bah, du coup, tant qu'on n'a pas le noyau dur, en fait, il n'y a rien qui peut se bâtir, en fait. Mais c'est un peu tout l'enjeu actuellement, hein, c'est que c'est justement réunir en fait les personnes qui auraient l'impulsion d'un projet commun. Super. Donc, tu as de la permaculture sociale à faire ces temps-ci. Et comment on fait le zonage sur la permaculture sociale? Effectivement, on pourrait faire plusieurs zones pour la permaculture sociale. Et donc, moi, ce que je propose souvent, c'est donc un zonage pareil en 5 dimensions. Donc, toujours, je reprends cette idée de 5 zones et de partir des personnes qui te sont les plus chères en zone 1. Donc, c'est les zones qui sont proches de ta maison euh, symbolique, si je puis dire. Et donc, ces personnes-là, ça va être tes proches, ça va être tes vraiment bons amis, ça peut être des membres de ta famille ou pas, ça peut être des collègues avec qui tu t'entends vraiment super bien. Enfin bref, voilà, toutes ces personnes, ça peut être tes enfants, évidemment. Je le souhaite en tout cas. Les enfants en zone 5. Bam. On rigole, mais si on fait la culture Il y a moderne, un il y en a padawan, il qui... dit yes. Bref. Et enfin, on peut dire les amis plus distanciés ou les amis de passage en zone 2. Ensuite, les connaissances en zone 3. Enfin, en zone 4, on a les personnes qui sont plus les collègues de travail, d'interaction, de contraintes, on va dire. Voilà. Et en zone 5, bah, à la rigueur, c'est les contacts Facebook, c'est les gens qu'on va rencontrer dans la rue spontanément. Voilà, en gros. Je vous le fais très rapide, mais c'est pour essayer de voir si, soit par rapport à ces relations, on est vraiment aligné. Et des fois, il y a des gens qui sont en zone 5 qu'on va s'arranger pour se mettre à chaque fois en zone 1. Moi, dans mon cas, par exemple, ça pouvait être la famille, je le dis. Mais dans certains cas, ça peut être aussi des relations qu'on n'ose pas remettre en cause. C'est-à-dire, j'ai une dette envers quelqu'un, donc forcément, je le remets dans cette zone-là, alors que peut-être c'est pas nécessaire qu'elle soit là. Voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions, welcome soit sur la conférence, soit sur votre jardin. C'est le moment très espacé pour vous.
je crois qu'on a tout dit en fait, c'est pour ça. Bah, c'est bon, alors vous êtes prêts? Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous êtes prêts. Bah, après, plus sur un plan pratico-pratique, c'est si vous auriez des adresses, des lieux, des contacts de personnes qui sont déjà installées dans cette optique ou des communautés déjà naissantes ou en projet pour justement en fait commencer à mettre en place des choses dans la matière ou le cas échéant en tout cas avoir des opportunités de stage, si je puis dire, pour avoir une première expérience dans ce type de mode de vie-là aussi. Parce on peut se faire comme fantasme et puis la réalité derrière. Il n'y en a pas en fait. Non, je plaisante. Il y a plein de lieux, il y a plein de lieux qui existent. Effectivement, ça dépend en fait de ce que tu recherches, quelle est ta vision. Enfin, qu'est-ce que tu pressens que va être ton projet en fait, vers où tu te diriges. Euh, donc ça peut être à la fois des éco-villages, ça peut être à la fois des gens qui font du maraîchage de manière vraiment éthique et sociale. Ça peut être des gens qui font de l'éco-construction, ça peut être des gens qui font de la réinsertion. Voilà, il y a des lieux qui sont thérapeutiques, il y a des lieux qui sont plutôt écologiques, etc. Et du coup, pour compléter la réponse de Gabriel, tu peux aussi t'appuyer sur des réseaux existants. Donc, je vais citer un réseau français qui est les Colibris, qui est assez connu en France, et un autre qui est le Global Eco Village Network, qui est lui un réseau beaucoup plus global parce qu'il est mondial. Où du coup, après, tu as. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quoi d'autre comme réseau, Il y a Gabriel? Passerelle Eco, Oui, il il y a y Passerelle Eco, a, voilà. il y a aussi, comment il s'appelle déjà Silence, la revue Silence. Hmm. Il y a Reporter, il y a Positivaire aussi sur lesquels on peut trouver des choses. Donc ça, c'est un Hmm. ensemble de réseaux. Au sein de l'association aussi, on fait réseau, donc au sein des Coliens. Donc on met en contact aussi des personnes. Voilà. Voilà, et du coup, là, tu peux sélectionner si tu veux des écolieux ou si tu veux des fermes. Ou... En général, c'est assez bien référencé, tout ça. Il y a le Donc, réseau je du t'invite Woofing vraiment. qui est très Ouais. très bon pour commencer aussi. Et Hmm. un réseau un peu plus anglophone qui s'appelle Work Away. Voilà. Hmm. Après, en ce moment, Je ça va être profite compliqué aussi le de... workaway, j'imagine, mais bon. Je profite aussi de ce temps de questions, Pada, pour savoir si tu as des questions qui sont relatives à tes 20 mètres carrés. Je sais pas si tu es là ou si tu es parti manger. Je viens de couper ma vidéo et effectivement, je vais aller manger parce que les enfants sont à table. Non, je sais à peu près où je veux le mettre. De toute façon, ce ne sera pas sur 20 mètres carrés complètement, ce sera plutôt un petit carré. Donc, je vais sûrement faire un peu, pas comme tout le monde, mais en tout cas, dans le truc le plus simple, le principe de la lasagne Hmm. en étage. Ou ravioli? Ouais, c'est ça. Pour monter un petit peu, aller chercher un peu de soleil et voilà, quoi. Mais c'est clairement, je regarde ça de très loin, donc enfin, j'ai pas le Hmm. temps de m'intéresser plus que ça. Il faut que je m'y mette alors que c'est mars, quoi. C'est le Ah ouais, moment, bah là, c'est le moment, ouais. enfin, pour moi. Ouais, un truc souvent que je dis, c'est une question un petit peu, c'est quoi le meilleur moment pour démarrer un jardin? Souvent, c'est la question que je pose. Euh, donc, selon vous, c'est quand le meilleur moment pour démarrer un jardin? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Je précise. J'aurais plutôt tendance à dire quelques temps avant le printemps, au contraire. Parce que bah, justement, la nature est en train tout juste de sortir de l'hiver, de sa période d'hibernation. Et donc, ce serait le moment, on va dire, de préparer le terrain pour que ça puisse être d'autant plus, on va dire, fleurissant en fait, à l'arrivée du printemps. Potentialiser finalement le fonctionnement, le cycle naturel de. Ouais. Alors, on t'entend plus. Je ne sais pas si tu avais fini, mais tu as le micro qui est coupé. Euh, Ça, c'est ce que tu dis, Sébastien, c'est une réponse agronomique, agricole, qui effectivement, on prépare les champs ou le terrain
souvent en octobre-novembre, pour la saison d'après. Pour que tout l'hiver, les substances, les matières organiques qu'on a apportées dans le sol puissent se composter et être prêtes pour, le printemps. En permaculture, en fait, le meilleur moment pour démarrer son jardin, c'est maintenant. C'est toujours maintenant la réponse. Parce qu'il y a plein de choses à faire. En hiver, on monte une serre, on prépare les structures, au printemps, on sème. En été, on commence à On sème récolter toute souvent l'année. et on sème toute l'année aussi, dans l'autre sens du terme et facile, celle-là et Parce qu'on et sème, c'est pour la vie. exactement et enfin, comment dire? Oui, j'allais dire en octobre, mais en automne, c'est le moment des récoltes, aussi, bien souvent et des préparations. Donc en fait, toute l'année, on fait du jardin en permaculture et souvent, on prend bien plus soin de l'humain, on va dire, en hiver. C'est les moments où on peut faire les bilans, c'est les moments où on peut, se poser, se dire: «Qu'est-ce qui a pas marché cette année-là?» Regarder un petit peu les plans, les notes, tout ça, voilà, avec une tisane au coin du feu, et cetera. Leroy, est-ce que tu aurais une question par rapport à ton projet d'écolieu que tu es en train de créer? Pour l'instant, on est des personnes qui réfléchissons à nos besoins et donc on n'est pas encore à parler jardinage. Donc c'est vrai que ma question, c'est beaucoup comment on fait pour créer un collectif qui reconnaît ses besoins, en fait. Trouver des gens qui ont des besoins proches, enfin proches, pas forcément proches, mais justement compatibles, pour faire un collectif qui puisse durer. Permaculture sociale, comment est-ce que et permaculture humaine quelque part, c'est-à-dire, quelles sont mes valeurs, moi? Qu'est-ce qui m'amène profondément à m'investir dans ce projet? C'est-à-dire si, je devais me poser une question existentielle, des questions qu'on n'avait pas le droit de se poser par exemple à l'école et ben, ouais, quelle serait la teneur en fait, l'énergie, que je veux mettre dans ce projet? Quelle expérience je veux vivre à travers ce projet en fait? Tiens, je me dis: «Waouh, je sais pas moi, j'aimerais, qu'on puisse, créer des super plats ensemble et faire une maison d'hôtes, créative, et cetera» et donc le rêve c'est toujours, comment on dit? Rêver grand et concrétiser, je me rappelle plus comment on dit, dream big and live simple. C'est, rêver grand et vivre simplement, voilà, c'est ça et donc il y a cette idée de simplicité, mais aussi de s'autoriser le rêve. Déjà, la première étape, c'est de s'autoriser le rêve, sans la critique, tout de suite. D'abord le rêve, on laisse venir et on se dit: «OK, le rêve, c'est génial parce qu'on peut tout faire». Donc on laisse le rêve émerger et après seulement dans une deuxième étape, on se dit: «Bon, bah, OK, comment est-ce que je peux le transmettre? Quelle valeur il y a dedans?» et là, on fait un travail d'analyse et d'ajustement. Bien souvent, on saute la première étape. Ouais, et moi, je suis un peu perdu. Derrière ta question, en fait, je sais pas si tu cherchais comment est-ce que je peux faire pour euh, pour trouver des gens qui vont correspondre à mon projet, ou comment est-ce que je peux faire pour définir mes besoins. Je pense que c'est les deux, justement. J'ai bien conscience que les deux sont nécessaires et qu'il faut pas louper la première étape de bien savoir ce qu'on veut soi pour justement trouver des gens qui sont raccord avec ça. Et c'est pour ça que les questions à se poser et l'approche permaculturelle peut être intéressante, justement, pour pas que j'oublie de me poser les bonnes questions, pour aussi inciter les gens qui pourraient être intéressés par mon énergie, ma dynamique, à eux aussi poser les bonnes questions. Ma crainte actuellement, elle est double. C'est à la fois de ne pas avoir la bonne énergie, parce que ce n'est pas que des énergies positives qui me poussent dans le projet, et puis que les gens soient plus intéressés par moi, parce que c'est des potes, et qui au final oublient leurs propres besoins. Et que dans quelques années, ils se rendent compte que, bah, ok, ils m'aiment bien moi, Leroy, mais au final, le mode de vie, ce que je veux construire, c'est pas ce qui, eux,
nourrit vraiment, quoi. Donc voilà, c'est autour de ces questions-là que je force fort un peu. Ok, bon, c'est un gros classique. Et du coup, moi, je te répondrai avec une question. Et c'est, est-ce que tu connais tes propres besoins? Je sais que je ne sais pas. Donc j'en Ouais. connais Donc, quelques-uns et je suis toujours à la recherche de me poser la question de est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que ce sont mes vrais besoins? Est-ce que ce sont des besoins induits? Et voilà, on ne connaît que le sommet de l'iceberg, donc voilà, je cherche à creuser au-delà des apparences que je peux moi-même me mettre parfois. alors, je vais te donner je vais partager deux choses et puis après, on va conclure. Euh, Enfin, deux pistes pour toi. La première, c'est, on a parlé tout à l'heure de la pyramide de Maslow. Donc ça, c'est un très bon outil pour déjà répertorier euh, tes besoins. Donc en commençant par des besoins primaires, maison, sécurité, etc. Et pour finir jusqu'à l'estime de toi. La deuxième chose, c'est une liste des besoins qui est très bien détaillée dans la communication non violente. Tu trouveras assez facilement une liste de tous les besoins fondamentaux. Et du coup, mon invitation, c'est de prendre cette liste-là, de créer plusieurs scénarios, un collectif, être tout seul, être, je sais pas, dans un autre univers, et du coup, de voir avec chacun de tes besoins, comment est-ce que je peux les remplir dans chacun des scénarios. Voilà. Ça, c'est deux exercices que tu peux faire assez Moi, simplement. j'ajouterais un truc, effectivement, à ce que tu dis, Christophe. Ouais, je vois Sébastien qui partage les quêtes à Toltec aussi. Il y a plein d'outils qui existent. Ce qui est vraiment important, je dirais, pour vraiment faire un pas en dehors de notre culture moderne qui nous a appris à nous un peu comment dire, nous contrôler et ne pas montrer qui on est, avancer avec un masque en fait quelque part et vivre un petit peu dans ce décalage entre je suis, je me montre ou je me dévoile ou pas, etc. Et toujours être, c'est toujours un peu délicat parce que si ces personnes elles sont dans la zone 1 mais que j'ose pas me dévoiler, ça va être compliqué pour vraiment être en lien, quoi. Donc moi, ce que j'invite par rapport à tout ce qu'a dit Christophe, donc les besoins, c'est de prendre un moment, et quand je dis un moment, c'est au moins 1 heure, pour aller dans un espace où on est bien, par exemple la nature, par exemple, euh, Plus. Christophe qui fait des gestes, pour se poser et avoir le temps de ressentir les choses. C'est-à-dire, oui, les besoins, mais il faut vraiment que ça soit ressenti, que ça soit vécu à l'intérieur. C'est-à-dire, OK, je me pose, je souffle. Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que, j'ai des peurs? Et c'est OK pour les ressentir. Et aussi, est-ce que j'ai de la joie? Et on a le droit de ressentir ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc on va passer à la conclusion. Et du coup, ça sera aussi le sujet de notre prochaine conférence, en fait. Ah oui, tu fais le lien sur la conférence sur l'humain. Voilà, la conférence sur l'humain, les besoins, les émotions et les changements de vie. Conclusion, Ben, Gabriel? quoi? Juste cette conférence-ci, elle est quand? Parce que j'ai la date de la dernière, mais pas celle entre les deux. Allez, dans 15 jours.